Bienvenue dans cet épisode numéro 10 dédié à UML, Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié. Laissez-moi vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent sur la programmation fonctionnelle. La programmation fonctionnelle est un nouveau paradigme qui permet de coder le comment au lieu du quoi. Elle est basée sur l'usage des streams qui eux-mêmes utilisent les lambdas. L'objectif est d'avoir un code plus concis, plus lisible, avec moins d'effets de bord, notamment avec l'usage des fonctions pures. La programmation fonctionnelle permet d'avoir une meilleure gestion du parallélisme, de pouvoir gérer les enchaînements avec les fonctions de stream telles que map, filter, collect. Elle encourage l'immutabilité. Le langage Java n'est pas 100% un langage fonctionnel puisqu'il n'interdit pas la mutabilité. Les concepts de la programmation fonctionnelle sont complémentaires des concepts de la programmation orientée objet. Aujourd'hui, nous allons parler d'UML, Unified Modeling Language. Souvent, nous pouvons entendre dire UML ne sert à rien, UML n'a jamais pris, etc. Pourtant, dans de nombreux projets, j'ai vu des développeurs faire des schémas en utilisant des carrés, des rectangles qui ne signifiaient pas grand-chose, à part pour eux-mêmes peut-être quelque chose qu'ils avaient inventé. Pourquoi réinventer la roue lorsqu'il existe des méthodes standards pour modéliser les choses? UML a été créé pour répondre à ce besoin. En tant que développeur, je vous invite à ne pas réinventer la roue et à utiliser les méthodes standards comme UML pour penser à votre successeur et que celui-ci s'y retrouve dans les schémas que vous avez faits. Dans UML, il existe deux types de schémas, les schémas structurels et les schémas comportementaux. Cette catégorisation nous rappelle ce que nous avions dit à propos des objets. Un objet est caractérisé par un état et un comportement. Ici, je vous ai regroupé un ensemble de diagrammes UML qui, à mon sens, me semblent les plus importants à connaître. Commençons par les diagrammes structurels et notamment le diagramme de classe. Le diagramme de classe est un diagramme qui va permettre de modéliser les classes et de faire apparaître les interactions entre elles. Ici, nous avons une classe utilisateur, qui est une classe parente, une classe fille invité, client, administrateur, qui sont les enfants. Nous utilisons ici PlantUML pour faire nos schémas UML. L'avantage de cet outil est qu'il est déclaratif, il permet de définir les liens entre les différentes entités et l'avantage est que ce fichier pourra être versionné dans votre projet. Ici, nous modélisons un héritage et un utilisateur commande, donc une commande qui est une classe et qui elle-même est composée de plusieurs lignes de commande. Donc, nous avons pu faire apparaître le lien d'héritage des classes, nous avons pu faire apparaître un lien de composition avec la cardinalité. Une commande est composée de une à plusieurs lignes de commande. Ici, nous voyons comment se déclare le lien entre une classe fille et une classe parente, le client étant la classe fille, l'utilisateur étant la classe parente. Il existe tout un tas d'options qui peuvent être utilisées dans un diagramme de classe, notamment la notion de package pour regrouper de façon logique les classes qui nous intéressent. Il existe également des options qui permettent de changer la couleur des éléments, de personnaliser tout ça ou de rajouter des labels. Toujours est-il qu'un diagramme de classe modélise le lien entre ces classes. Prenons le petit frère du diagramme de classe, c'est le diagramme d'objet. Rappelons qu'un objet est une instantiation d'une classe. Au même titre qu'une classe est le plan d'une maison, un objet est la maison une fois construite. Ici, donc, nous modélisons l'instanciation de ces classes, utilisateur 1, client 1, admin 1, etc. Donc nous retrouvons en fait l'équivalent du diagramme de classe, mais sous forme d'une instanciation d'objets. Ici, il y a deux lignes de commande qui sont instanciées. Donc le diagramme d'objet au niveau de la syntaxe est très similaire. On peut faire apparaître les liens d'héritage, de composition. Un autre diagramme qui est intéressant, c'est le diagramme de composants. Et notamment si vous voulez faire un diagramme qui modélise l'architecture de votre logiciel à un niveau un peu plus élevé, vous allez utiliser le diagramme de composants. Ici, nous avons une application web qui a son interface web, une API back-end et une base de données. Ce diagramme de composants
assez simple et peu détaillé, nous donne une idée des interactions entre les différents composants. Voilà les 3 principaux diagrammes que je vous conseille de connaître et à utiliser pour tout ce qui relève de la structure. Maintenant, je vais vous présenter les 4 diagrammes à connaître pour ceux qui relèvent du comportement. Tout d'abord, ce qu'on appelle les diagrammes des use cases, ou cas d'utilisation en français. Ici, nous avons modélisé un utilisateur. Un utilisateur peut être un invité, un client, un administrateur. Nous retrouvons exactement ce que nous avions décrit au niveau du diagramme de classe, sauf qu'ici, nous modélisons ce qu'on appelle un acteur. L'acteur, c'est celui qui va exécuter le use case. Ici, l'utilisateur peut commander. Le fait de commander inclut une authentification. Un invité va pouvoir créer un compte. Un administrateur va pouvoir gérer les commandes. Ici, nous voyons encore le lien d'héritage qu'il y a entre invité utilisateur, client utilisateur, administrateur utilisateur, mais nous voyons qu'ils sont capables de faire ou de ne pas faire certains cas d'utilisation, et c'est ce que modélise ce schéma. Au niveau de la syntaxe, nous retrouvons une syntaxe très simple. Nous définissons nos acteurs, qui est un principe à définir sur les use cases. Ensuite, nous définissons le nom des cas d'utilisation, nous pouvons leur donner des alias. Ensuite, nous donnons les liens entre les acteurs et le cas d'utilisation. Et ici, nous pouvons aussi modéliser au niveau des acteurs le lien d'héritage qui existe. Il y a de nombreuses possibilités au niveau des options des cas d'utilisation. En tout cas, ce diagramme a le mérite de standardiser les cas d'utilisation sous forme d'un diagramme et surtout de faire apparaître les acteurs qui sont un élément important à préciser. Après le diagramme des cas d'utilisation, je vais vous présenter le diagramme de séquence. Le diagramme de séquence permet de modéliser des interactions dynamiques ou séquentielles entre l'acteur et un système ou une brique du système. Ça peut être un service commande, service authentification. Ici, nous avons le client qui fait une commande. Pour faire la commande, il doit s'authentifier. Et là, nous modélisons le fait qu'au niveau de l'authentification, il y a une alternative, c'est-à-dire que le scénario principal ou nominal dit « Ok, l'authentification s'est bien passée, l'accès est autorisé ». Le scénario alternatif ou le scénario d'échec nous dit que l'authentification a échoué. Du coup, nous avons un message d'erreur. Donc, nous pouvons modéliser à travers le diagramme de séquence de façon dynamique sur un scénario et ses alternatives. Ensuite, nous pouvons voir que nous pouvons créer une commande et une fois que cette commande est créée, nous avons la confirmation de cette commande. Au niveau de la syntaxe, nous retrouvons la notion de participant. Participant, c'est ce avec quoi l'acteur va interagir et nous décrivons ces interactions ici donc avec cette syntaxe. Un autre diagramme qui est important, je trouve, c'est le diagramme d'état. Le diagramme d'état va permettre de modéliser l'état d'un objet au cours de son cycle de vie. Donc si je prends le cas d'un objet qui est la commande, donc la commande, déjà elle a un point de départ, ça c'est le point de départ, ça c'est le point d'arrivée. La commande elle est créée. Si le paiement est OK, elle passe à l'état payé. Ensuite, si elle est expédiée, elle passe à l'état expédié. Et enfin, si elle est livrée, elle passe à l'état livré. S'il y a une annulation, la commande passe à l'état annulé. Le diagramme d'état nous permet d'avoir une vision simple et explicite de l'état de la commande pendant son cycle de vie et d'avoir conscience des différentes possibilités. Un diagramme similaire, c'est le diagramme d'activité qui est un diagramme un peu plus haut niveau puisque au lieu de considérer un simple objet comme nous l'avons fait sur la commande avec son diagramme d'état, nous avons un processus qui est décrit. Le processus ici, c'est commander. Le processus de commander, implique par exemple une authentification. Donc, toujours un point de départ, un point d'arrivée. Donc, le client lance sa commande. Il y a une demande d'authentification.
l'utilisateur s'authentifie, donc est-ce que l'authentification est réussie? Oui, accès autorisé, créer la commande, récupérer commande ID, afficher confirmation. Si l'authentification échoue, nous avons un message d'erreur. Donc nous retrouvons les différents états de l'activité, en fait, l'activité commandée, au même titre que nous la visualisions dans le diagramme de séquence. Je vous ai présenté les diagrammes les plus importants à connaître en UML et à utiliser dès lors que vous faites de la modélisation. Je ne dis pas qu'il faut absolument utiliser UML, je dis simplement que si vous faites de la modélisation, utilisez UML, utilisez Plante UML, de sorte que vous utilisez un outil standard et que vous allez pouvoir versionner vos fichiers. J'espère que cette vidéo sur UML vous a permis de mieux comprendre quel est l'intérêt du UML, les diagrammes principaux à retenir, sachant qu'il y en a plus que ce que nous avons présenté. Vous pouvez aller chercher sur Internet. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez partager et évidemment nous laisser des commentaires. Merci et à bientôt.